Les frères gallois. Les frères gallois. Denis Sauce Piquante. Zéro RR Podcast. Rémi le Guacamole. Les frères gallois. Salope de Brigitte. Zéro RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. Salope de Brigitte. On récapépète. Zéro RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et j'ai fait le réglage du son pendant l'intro. Très bien. Et je vois que tu as pris ta gourde et moi j'ai oublié la mienne. Alors que je disais justement dans le précédent podcast, oui je crois que c'était le précédent, où il fallait boire. Il fallait boire, avoir sa petite gourde, mais je ne l'ai pas. Donc faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Exactement. Mon frère, on se retrouve pour un nouveau podcast. Dans ce podcast, on va parler du volume alimentaire. Est-ce que le volume alimentaire, qui est un formidable outil, peut être ton allié, mais aussi ton pire ennemi? On va discuter d'un peu tout ça. Mais avant, il s'est passé pas mal de choses. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur tout ça. J'allais te le proposer. Ça sent l'intro de 3 heures. Vous pouvez skipper l'intro. Timecode. Voilà, on vous met le timecode à l'écran. Vas-y mon frère, je t'en prie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Parle-nous de ton jardin. Non, le jardin, non, c'est catastrophique. Ça pousse, mais ça pousse pas en fait. C'est tout petit. J'ai vu des plans de d'autres personnes qui ont des courgettes à l'heure actuelle, alors que moi, ça commence tout juste à fleurir. Tu vois, il y a rien. Au niveau de mes tomates, ça pousse, mais j'ai pas de fleurs aussi. Bref, je ne suis pas sûr d'avoir des tomates, je ne suis pas sûr d'avoir des courgettes, je ne suis pas sûr d'avoir des cornichons, des concombres. Je crois que je vais rien avoir en fait. Alors que je me suis fait chier à faire une belle petite serre, que j'arrose tous les jours, que j'ai mis des récupérateurs d'eau. Bref, ça se sent là que tu vois, je suis à bout. Vas-y Rémi, décharge. Libère-toi de toute la frustration que tu as. Donc j'ai déposé une grosse bombe dans mon jardin pour tout exploser. Et en fait, ça va faire un gros cratère. Et après, je vais remettre de la nouvelle terre avec du bon terreau. C'est le projet. Alors, parce que si je comprends bien, tu accuses toujours la terre. Ouais, c'est pas moi, c'est pas possible. J'ai mis beaucoup d'amour dans ce jardin, d'accord. J'ai été au plus près des professionnels pour me dire si ce que je faisais c'était bien ou pas. On m'a dit effectivement tes tomates sont un peu proches, etc. Mais j'en ai rien à foutre puisque ma terre est de facto mauvaise. Elle est Bien mauvaise. sûr. Il faut que je la change. Bien sûr Rémi. Là, Donc, j'ai je mets une bombe. J'ai vraiment l'impression. 2 bombes. J'ai vraiment 3 l'impression bombes que s'il faut. Je vais tout retourner. on est dans un déni total et c'est typiquement le mec qui va dire ouais mais moi je prends pas de muscle parce que j'ai pas la génétique, j'ai pas un bon taux de testo. Rémi, dans son discours, j'y connais pas grand chose, mais il commence déjà à nous dire que les tomates sont trop proches. Je pense que si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a d'autres problèmes. Et c'est un peu, si on fait le comparatif, le mec qui accuse sa génétique, son taux de testo et tout ce qu'il va pouvoir accuser, le matériel de sa salle, alors que quand on regarde les exécutions, elles sont catastrophiques. Quand on regarde la programmation, elle est catastrophique. La comparaison. Quand on regarde la diète, c'est catastrophique. Mais à côté de ça, effectivement, il se fait chier, il compte son sel, il fait attention à ses apports en potassium. Mais bien sûr, le total calorique n'est pas surveillé. Il va se faire chier à compter le volume direct et indirect en fraction de cet exercice. C'est 0,3 pour les biceps. Mais à côté de ça, il n'est pas capable de connaître les différents plans pour travailler son dos. Mais non, il accuse sa génétique. Je m'arrête plus, je m'en fous, je continue. Il accuse sa génétique, il accuse son taux de testostérone. C'est tout sauf sa faute. Bah oui, évidemment, on accuse toujours des facteurs externes qu'on ne peut pas contrôler. Rémi, ta terre n'est peut-être pas si mal. Ouais, écoute, je te dis que moi c'est la terre. Là, j'ai mené des études scientifiques sur le terrain. Bien sûr. Ouais, le sol est pas bon. T'as fait des prélèvements? Non. T'as goûté la terre? J'ai mangé la terre. Voilà. Et du coup, il manquait quoi? Il manquait un peu de minéraux? Non, mais Magnésium? il manque de tout dans ma terre. En fait, elle est pauvre. Et pourquoi la mauvaise herbe, elle pousse? Pourquoi le jardin, il pousserait justement, il n'y a même pas la mauvaise herbe qui pousse. Il y a Ouais. juste des rejets de chêne qui poussent parce que j'ai à côté un chêne et j'ai les glands qui poussent. Moi, je pense que s'il n'y a pas de mauvaise j'ai rien herbe, d'autre. tu parles, c'est le chien, il fait des trous partout. Non, même pas. Bon, bref, intro trop longue pour dire que l'année prochaine, je vais vraiment essayer de faire un truc beaucoup plus propre avec du terreau que j'irai chercher. Parce que si je veux avoir un jardin, en fait, il faut que j'aille chercher les jardins en entier pour l'amener chez moi et pas en fait l'imaginer chez moi en tant que tel. Je fais un appel à la communauté. S'il vous plaît, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse aller chercher tous les extraits des années précédentes du podcast où Rémi a dit exactement la même chose.
L'année prochaine, mon jardin, il sera ouf. L'année prochaine, c'est pour moi le Et jardin. j'upgrade à chaque fois, hein, parce que il y a 2 ans, j'avais Mais où rien sont les résultats, Rémi? j'arrive à manger. L'année dernière, j'avais pu manger comme quelques tomates. Bon, j'avais pas eu de courgettes. Bon, j'avais pas eu grand chose de plus. Si, j'avais des aubergines. Cette année, bon, je sais pas trop où ça va nous amener. Et je parle pas de la canicule qui aurait pu être vraiment l'un des facteurs aussi limitants de la progression de mon jardin. Mais je ne l'ai pas cité, tu vois, comme quoi, dans mon tiroir excuse, je n'ai que la terre. Oui. Et seulement la terre. Oui, parce que le jardin était déjà foutu avant la période de canicule. C'est fort probable. Hein. En même temps, le sol, hein, tu vas pas le changer. En vrai, je chambre Rémi, mais il faut quand même rappeler que l'échec fait partie du processus. Tu vas rattraper, t'as Non, raison. non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, l'échec est une forme d'apprentissage, et c'est surtout la forme d'apprentissage la plus formatrice. Donc effectivement, nous, c'est un podcast muscu, donc on raconte nos échecs, on raconte nos anecdotes, on raconte notre vécu, celle des personnes que l'on suit, etc., pour justement essayer de te faire avancer par rapport à la musculation. Mais ça, c'est comme ça dans tous les domaines. Rémi parle de son jardin. Moi, par exemple, une de mes grandes passions, c'est les impressions 3D. J'adore les impressions 3D, j'adore fabriquer, modéliser, etc. Toutes les personnes qui ont des imprimantes 3D, vous avez déjà foiré plein d'impressions, vous avez déjà foiré plein de trucs, c'est pareil. Mais en fait, si t'es pas con, tu foires une fois, et après, voilà, tu travailles, tu résous le problème, et t'apprends. Voilà, par exemple, mauvaise température, ça n'a pas accroché à la plaque, etc. Tu le sais pour la prochaine fois. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Rémi, bon, ça fait 5 ans qu'il accuse la Terre. Non. Ça fait 2 ans, mais à chaque fois je upgrade. C'est vrai, là j'ai fait une belle serre cette année. J'ai essayé de fertiliser un peu plus mon sol avec du compost. J'essaye de diversifier un peu mes plants aussi parce qu'avant c'était un peu monoculture, tu vois. Là j'ai vraiment essayé d'amener de la diversité. Bon, écoute, l'année prochaine on teste autre chose. C'est ça, en fait, je me moque entre guillemets de Rémi, mais oui. en fait, il y a, comme dit Rémi, chaque fois il s'améliore. Il s'améliore. Et un jour, il va avoir un bête de jardin de 300 mètres carrés avec full tomate. Et son jardin, ça sera l'un des plus beaux jardins parce qu'en fait, derrière, il aura jamais arrêté. Il aura toujours continué à essayer de s'améliorer, comprendre ce qui ne va pas, etc. Et c'est comme ça dans tous les domaines. En fait, tant que tu continues, que tu ne t'arrêtes pas, il y a forcément un moment où ça va le faire. C'est comme si tu voulais faire un 6 avec un dé. En fait, le meilleur moyen de faire 6, c'est de lancer le dé. Si tu fais 2, t'as pas fait 6, tu relances. Et même si au bout du 100e lancé, t'as toujours pas fait 6, tu sais que le seul moyen de faire 6, c'est de relancer le dé. Là, c'est exactement la même chose. Le seul moyen pour Rémi d'avoir un bête de jardin, c'est de continuer, jusqu'au jour où il va avoir un bête de jardin, qu'il aura fini d'ajuster son jardin, qu'il aura fait tout ce qu'il faut pour avoir un bête de jardin. Et en plus de ça, il aura la satisfaction de ne pas s'être arrêté, et il aura toutes les connaissances précédentes liées aux différents échecs qu'il a fait. Et j'espère qu'un jour, on aura un podcast où Rémi nous dira, en fait, les années précédentes, ça n'a pas marché à cause de ça, et qu'il nous expliquera que c'était pas la Terre le problème. Ah ouais, putain. Oh, le reveal, ça serait trop bien. Non, mais par contre, tu dis un truc très vrai, c'est que dans la vie d'Ego Muscu, quand on a commencé, on était toujours en quête de trouver le meilleur truc. Et donc, dès que on mettait pas en place quelque chose qui était en fait optimal, on avait l'impression de perdre du temps ou de louper quelque chose. Et donc, d'être toujours dans cette quête d'insatisfaction. En fait, le but même de la musculation, c'est toujours essayer de trouver des nouvelles solutions à utiliser avec un esprit critique. Ne jamais prendre comme argent comptant ce que vous allez mettre en place comme la vérité absolue, mais juste d'ajouter certains éléments. Et plutôt que d'avoir une approche où vous êtes dans une muscu standard, où vous faites les choses moyennes avec l'envie d'avoir des résultats aussi en éducation avec vos résultats. Denis aime bien dire gros risque égale gros résultat. C'est un peu la même chose dans cette idée de si vous prenez aussi beaucoup d'éléments supplémentaires à ajouter dans votre pratique, vous allez forcément gagner des résultats de plus en plus concrets, de plus en plus gros. Et c'est aussi le but de la vie du Go Muscu. On a fait une intro jardin qui n'était pas du tout prévue. Pas du tout prévu parce qu'en plus, moi je C'était voulais... pas de ça qu'on voulait parler à la base. Ouais, je sais de quoi tu voulais parler. Tu voulais parler du week-end au Fitex, j'imagine. Il y a le Fitex, il y a plein de choses, et je me suis pété une nouvelle dent. Ah ouais, il y a Enfin, ça. Oh là là.
Je pense que Oh, le podcast. l'intro va être Oh, très longue. cata. Vas-y, mon frère, tu veux commencer sur quoi du coup? Bah non, mais moi, je voulais que tu reviennes un petit peu sur le Fitex, qui est du coup le salon du body fitness à Paris. Revenons rapidement sur le Fitex. Fitex, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le salon du fitness en France. Cette année, il était de retour à Paris, porte de Versailles, dans un des bâtiments, donc c'était bâtiment 4. C'était quand même un petit salon, on va pas se mentir. Le salon du fitness, c'est jamais un trop gros truc. Avant, il était pas loin du bois de Boulogne, je crois. Non, pas bois de Boulogne, bois de Vincennes. Il était pas loin du bois de Vincennes. Il y a un truc là-bas aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Ça C'est faisait... un parc des expositions. Ouais, c'est ça. Ça faisait 2-3 ans qu'il était là-bas. Et à chaque fois, c'était un peu chiant pour y aller. C'était pas très grand, etc. Et là, ils l'ont déplacé donc, au parc des expositions, qui est climatisé en plus. Donc, sur la période de canicule, c'était bien. Bon, il faisait quand même 35 à l'intérieur, mais il faisait quand même plus frais que dehors. Donc, enfin, voilà, il y avait pas mal d'avantages. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple aussi pour y aller. Il y avait des exposants. Non, il n'y avait pas vraiment de nouveaux exposants. Il y avait les exposants principaux. On va dire que les exposants principaux, c'est toujours Nutrimuscle, TVO, entre guillemets, qui ont les plus gros stands, qui font des animations, etc. Après, il y a quelques stands de machines. Il y a les classiques Matrix, Panata. Après, il y a quelques revendeurs. Donc, tu peux tester du Gymleco. Il y a du coup la nouvelle gamme Nautilus. Donc, c'est pas les vieilles gammes Nautilus qui étaient bien, mais c'est Nautilus qui a racheté Star Trek. Donc, c'est pas des mauvaises machines non plus. Mais voilà, tu peux tester des machines. Il y avait des revendeurs aussi Watson. Voilà, tu peux tester pas mal de machines, mais c'est pas le FIBO, quoi. C'est pas le FIBO. Il y a une partie professionnelle qui est assez faible. Au final, il y a des solutions pour les salles de sport, mais ça représente une toute petite partie. Aujourd'hui, le salon du fitness, c'est un peu le salon de l'influenceur. Parce qu'en fait, ce qui fait venir les gens, c'est pas forcément donc les gérants de salle qui vont acheter des machines. C'est pas là où il y a le plus de gens, là où ils font le plus de beurre. C'est sur les gens qui viennent rencontrer donc les ambassadeurs des marques, les différents influenceurs qui disent qu'ils sont présents, etc. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Cette année, on a eu Thibaut InShape, il y avait Stéphane Matala, etc., qui étaient là sur le stand de Panata. Il y avait une queue. Voilà, quand Thibaut InShape, il avait dit genre, je serai là de 14h à 16h sur le stand Panata. Je peux te dire qu'il y avait tout le monde qui était au stand Panata. Il y en a plein qui sont venus pour prendre une photo avec Thibaut, échanger quelques mots, etc. avec lui. Mais c'est vrai que c'est pas le salon où c'est pas le FIBO, c'est pas là où tu vas voir les body pro, c'est pas là où tu vas voir Ronnie Coleman, c'est pas là où tu vas voir Phil Heath. Non, c'est pas là où tu vas voir les grands champions. C'est vraiment plus le salon de l'influenceur où tu as tous les influx français entre guillemets qui viennent, qui sont là. Il y a les principales marques françaises de compléments par exemple qui est présent, mais elles ne sont pas toutes là non plus. Il y a quelques stands qui font de l'animation. Moi, je suis content d'être chez Nutrimuscle pour ça parce qu'ils font quand même beaucoup d'animations. Et c'est vrai qu'ils ont un roster très complet en termes d'athlètes. Donc, il y a des animations typées Strongman, des animations typées Hyrox, des animations typées CrossFit, des animations typées Force. Donc, vraiment, ça fait beaucoup de choses que tu peux faire, où tu peux tester, etc. Donc, c'est vraiment cool. Après, il y a d'autres stands où tu peux faire des tractions, tu gagnes des récompenses. Ça, c'était plus le stand TVO. Il y en a où ils balancent des échantillons dans la foule. Voilà, tu as quand même des petites animations, c'est assez sympa. En général, quand tu prends ton billet, je n'ai plus le prix parce que du coup, j'ai été invité, mais je crois que ça doit être quelque chose comme 25 € le billet, quelque chose comme ça. Alors, en gros, tu y vas, en général, tu rentabilises ton billet. Parce qu'avec tous les échantillons que tu as, tout ce que tu peux gagner en termes de vêtements, si tu achètes par exemple tes compléments là-bas, tu as 20% par exemple de réduction. Moi, c'est pareil, j'avais des accessoires du shop sur lequel, du coup, vu comme je les donnais directement, on n'avait pas à payer l'expédition, on n'avait pas à payer aussi la boîte. Donc, ça permettait de faire des réductions qui étaient plus importantes. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant pour les personnes qui viennent au salon.
parce que elles peuvent avoir des produits moins chers. Et les marques, c'est pareil, elles peuvent faire des promotions plus intéressantes, connaître aussi les personnes avec lesquelles elles échangent, etc. Mais pour moi, c'est pas un salon de muscu. Voilà, c'est pas un salon de muscu, c'est le salon des influenceurs fitness. Et les machines, par exemple, que tu peux tester, c'est un petit supplément sympa. C'est un peu une petite attraction. Et on va pas se mentir, les machines, cette année, elles étaient un peu claquées. Il n'y avait pas beaucoup de nouvelles machines. Il y avait pas... sur le stand Panata, ils nous avaient mis des machines. C'est là où tu te rends compte qu'ils font des machines. Alors, c'est bien, il y a plein de réglages. Hein. Mais mon gars, pour comprendre le fonctionnement de la machine, il faut bac plus 18. Même le mec qui est sur le stand Panata, il comprend pas comment elle fonctionne, tu vois. Ouais. Donc, Et puis surtout, c'est des redites un petit peu de ce qu'ils faisaient avant. non, pas forcément. Ouais. Il y a des choses un peu Ils avaient innovantes. ressorti toute une gamme avec des chaînes qui reprenaient un petit peu les toutes premières en fait bécanes de chez Panata. Ouais, mais là, il y en avait qu'une. Il y en avait qu'une, comme ça, ils avaient pris qu'une presse. Après, non, tu vois, genre, ils ont essayé d'innover, faire des machines. Ils ont emmené, par exemple, une machine à biceps. Il y avait une ceinture intégrée, tu vois. Je me dis, oh putain, trop bien, ils ont compris qu'il fallait mettre une ceinture sur certaines machines. Et une machine, en gros, tu peux donc avoir les biceps en arrière, le long de ton corps et Au-dessus de ta tête. au-dessus de ta tête. Très bien. Et tu peux, en fait, la machine, elle a, sans déconner, tu as 15 réglages. Le mec, le Pékin moyen, il comprend pas. C'est impossible de régler la machine. Et en fait, en plus, malgré tous les réglages qu'il y a, en fait, la machine va correspondre que aux personnes qui font entre 1m70 et 1m90, tu vois. Donc, tu as plein de réglages, mais au final, tu peux pas l'adapter à tout le monde. C'est très compliqué de trouver une machine qui va être optique pour tout le monde. De toute façon, en fait, on l'a déjà dit dans ce podcast, une machine qui fonctionne, c'est une machine qui n'a pas ou peu de réglages parce que au moins elle va être facilement utilisable par les utilisateurs. Alors pas forcément optimale, hein, d'ailleurs ça va pas de pair bien souvent. Et puis après, s'il y a moins de réglages, il y a aussi moins de casse. Et je pense que voilà, c'est aussi ce que recherchent beaucoup de machines, beaucoup de salles de sport qui veulent des machines comme ça. À l'inverse du coup de chez Panata qui en fait offre ce qu'aimerait le Go Muscu, à savoir une machine qui est vraiment adaptée à lui, où il y a des réglages de partout, où il peut vraiment avoir de la stabilité, du confort de travail, de l'optimisation, bref. Mais en fait, si c'est trop sophistiqué, ouais, c'est pas possible. En fait, c'est pour la com. C'est pour la com. Toutes les machines qu'ils avaient, Panata, c'était pour la com. Typiquement, ils avaient les machines où tu tires et tu pousses dans les différents axes. Bon, je les ai testés, c'est de la merde. Sur rail, là ? Ouais, sur rail. Ah oui. Je les ai testés, c'est de la merde. En plus, en fait, tu peux mettre plein de réglages, mais en fait, il faut que les réglages ils aient une utilité parce que la plupart des réglages, ils tombent pas bien. Ce qui fait que la plupart des réglages ne servent pas à grand-chose. Et en fait, c'est bien, ils ont mis plein de réglages, mais tu vois, typiquement, Matrix, ils avaient fait une variante de leur Aero qui est typiquement la copie conforme, sauf que tu n'as qu'un réglage au niveau des jambes pour te bloquer. Et le reste, ils ont mis une poignée qui était libre sur laquelle tu as la liberté de mouvement. La machine, beaucoup plus simple. Tu as juste à régler la hauteur. Tu te mets, tu pars, tu fais ton mouvement. La machine, elle est banger, elle est très simple à utiliser, elle est beaucoup plus naturelle parce que du coup, ça s'adapte toujours. Et Panata, ils vont avoir la même avec plein de réglages qui va ajouter de la complexité à la machine et qui va être moins bien. Donc, en gros, tout le monde dit ouais, il faudrait des réglages pour ci, des réglages pour ça. Moi, je suis pas forcément un grand fan des réglages à outrance. Il faut que les réglages soient justifiés. Ça. Mais en soi, voilà, Panata, ils avaient pris que des machines pour la com. Ça servait pas à grand chose. Et tu vois, je me dis, le mec qui vient au salon, au Fitex, pour tester des machines, il voit ça. En fait, s'il veut comprendre comment ça fonctionne, enfin, même l'expérience pour lui, elle est pas ouf parce que je voyais, en fait, il y avait tellement de réglages. Les mecs sur les stands, donc déjà, ils parlaient pas bien français, tu vois. Et en plus, ils devaient t'expliquer sans que eux-mêmes ils comprennent bien. Tu sais, ils give up au bout d'un moment. Si tu dois changer 18 réglages pour que la machine elle soit à peu près bien pour un mec, tu sais, ils abandonnent. Ils disent c'est bon, ouais, tu fais un peu ton mouvement comme ça et puis voilà. Ouais, c'est cool, nice. De toute façon, ils savent très bien quand ils voient le mec qui a 20 ans, qui vient. C'est pas un acheteur potentiel. Voilà, hein. c'est pas un acheteur. Ils le savent très bien. Ils vont pas se faire chier avec ce genre de personnes. Donc en vrai, c'était voilà, les machines, même les. En fait, chaque stand, tu vois, tu vas pas retrouver 20 machines. Hein. Chaque stand, c'est 5-6 machines maximum. Ouais, tu l'as dit, c'est un salon du fitness C'est un petit. version. C'est un très très petit. C'est pas muscu, c'est pas comme le FIBO où là, effectivement, Voilà. c'est des stands où il y a de la bécane.
Mais j'ai l'impression que, ouais, en fait, il y a deux aires j'ai l'impression au niveau de la musculation, au niveau des machines pour la musculation. Tu as l'air des machines un peu minimalistes, donc qui vont prendre le moins d'empreintes au sol. Donc c'est vrai qu'on a des machines qui sont un peu soit tout en un, soit très compactes. Et de l'autre, des espèces de tanks avec des rails de partout. Donc là, comme tu l'as dit chez Panata, mais tu as aussi Megamas qui arrive aussi, je trouve, qui prennent beaucoup de la place. Ou même la marque coréenne Nutec qui, non seulement prennent de la place, mais aussi ont souvent des plateaux tout autour pour asseoir aussi la machine au sol. J'ai l'impression que, ouais, en fait, il y a un monde qui se crée, une espèce de scission entre les machines qui sont huge, vraiment très très grosses, et qui sont à l'autre côté très très compactes. Ouais, parce qu'en fait, ils jouent sur ça, ils jouent sur la qualité. La machine est impressionnante. Quand tu vois la machine, tu fais waouh. Ouais, plus c'est gros, plus ça pourrait être Ouais, c'est ça. perçu comme mieux. Exactement. Quand tu vois une machine Gymleco, tu vois, qui est toute petite, tu te dis, bah, c'est un jouet. Ouais. Ça Alors- fait un peu plus cheap parce que la ferraille est un peu plus fine, enfin plus. Pas forcément. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins gros, tu vois, les tubes. Bah, en fait, le gabarit de la machine, ouais, tu compares en fait un tank à une bicyclette. C'est sûr que si tu dois aller à la guerre, tu y vas pas en bicyclette. Sauf qu'en fait, dans la majeure partie des cas, la bicyclette, elle est mieux que le tank, tu vois. Donc, en vrai, voilà, l'avis sur le Fitex, pour pas y passer plus de temps, c'est que si vous voulez passer un bon moment, voilà, faire des activités, être inspiré dans le milieu de la musculation, faire des rencontres aussi, rencontrer les personnes que vous suivez, c'est un super salon. Moi, j'ai kiffé le salon, honnêtement. J'y suis allé vendredi, samedi. Je me baladais partout. J'étais surtout sur le stand de Nutrimuscle. Et du coup, j'ai essayé quand même de me balader. J'ai filmé 2-3 trucs aussi. J'ai Puis t'as testé croisé des machines. auditeurs. Exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est que, en fait, moi, j'ai pu rencontrer énormément de personnes qui suivent le contenu, qui suivent le podcast, etc. Et c'est toujours ultra intéressant pour justement un créateur de contenu de casser cette barrière du virtuel, rencontrer les gens en réel. C'est ce que je disais, en fait, tu peux pas passer une mauvaise journée quand tu vas au Fitex et que tu rencontres les gens, parce qu'en fait, tu vois concrètement ce que tu apportes. Et le créateur de contenu, quand il publie une vidéo, tu as des gens qui vont liker, tu as des gens qui vont commenter. Souvent, les commentaires, c'est pas des commentaires positifs. Les likes, par rapport au nombre de vues, il est toujours très faible, hein. La plupart des gens, ils scrollent sans liker. Et en fait, tu vois toute cette population silencieuse qui écoute le podcast sans forcément y réagir, qui regarde les vidéos sans forcément y réagir. Mais au final, tu te rends compte que quand tu les croises, tu leur apportes beaucoup. Parce que c'est vrai, c'est pas tout le monde, tu sais, qui partage, qui dit voilà que le podcast leur a apporté quelque chose, qui dit que mon contenu leur a apporté quelque chose, etc. Mais par contre, ouais, quand tu peux discuter directement avec la personne, tu te rends compte en fait de ce que tu apportes. Et tu dis ah ouais, en fait, je pensais pas que c'était à cette échelle-là. Parce que certes, on est dans un salon du fitness, de la muscu, etc. C'est sûr qu'il y a il y a le nombre de pratiquants de musculation, il est immense dans ce genre d'endroit. Mais quand, en fait, voilà, tu prends le temps, tu parles entre 2 et 10 minutes avec chaque personne, et que en fait, dès que quelqu'un s'en va, il y a quelqu'un d'autre qui vient te remercier, etc. C'est ultra gratifiant. Et tu te rends compte en fait de tout ce que tu apportes, et tu te dis, en fait, même si tout s'arrêtait maintenant, j'ai déjà eu un impact, j'ai déjà aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça, tu peux pas, en fait, quand tu es derrière ton écran, tu vois que les commentaires, tu vois pas en fait la majorité silencieuse. Et voilà, moi j'avais la banane, c'était trop bien de rencontrer les gens. D'ailleurs, je dois faire une petite dédicace parce que j'ai découvert, Rémi, que tu sais, on le savait, les gens nous écoutent en marchant, les gens nous écoutent en s'entraînant. Et maintenant, on a débloqué un nouveau type d'auditeur, Rémi, les gens qui nous écoutent en se douchant. Donc, petite dédicace à tous ceux qui nous écoutent en se douchant. Et j'ai oublié ton prénom, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais merci à toi qui m'as raconté cette anecdote et qui était très très drôle. Si tu prends une douche de la longueur du podcast, bonjour l'idée d'économie d'eau. Hein. Ouais. La planète ne te remercie pas. Non, par contre, nous, on te remercie évidemment. Mais voilà, Fitex, moi j'en garde toujours, ça doit être le 3e, 4e salon, un truc comme ça que je fais. À chaque fois, je suis invité avec Nutrimuscle. L'année prochaine, l'objectif qu'on a avec Rémi, c'est de ne pas être invité, d'avoir notre propre stand, que ce soit sur les accessoires, que ce soit sur les machines, etc.
ou un stand commun sur tout ça, parce qu'on aura plein de choses à emmener. Nous, on y sera. Après, est-ce que ce sera réellement intéressant pour nous à voir? Ouais, il faut qu'on se jette de toute façon. Faut y aller, mais c'est sûr Sur que notre prévisionnel, donc on a évidemment pour nos sociétés des projections et on avait placé le FITEX, tu t'en rappelles, hein, pour du coup en tant qu'exposant cette année, on l'avait C'est vrai. précisé. Donc si c'est pas cette année, bah, on le décale l'année prochaine. Mais c'est sûr que le FIBO est beaucoup plus intéressant financièrement pour nous. Ouais, mais on a une écoute, enfin on va dire on a des personnes qui sont intéressées en France. Bah, en fait, s'il y a de moins en moins de stands de machines au Fitex, c'est parce qu'ils savent bien que les gens n'achètent pas. En fait, c'est comme si tu essayais de vendre un produit dans un endroit où 99,99999% des gens ne vont pas acheter. En fait, c'est comme si tu savais ça. Alors que si tu vas au FIBO, il y a vraiment des gens qui vont venir tester, essayer d'avoir en avant-première, des gens de salle. Voilà, tu vas faire des ventes si tu vas dans un salon comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de marques de machines. Il y a, on va dire, les exposants principaux, Matrix, etc. Panata, parce qu'après, ils font venir aussi des influenceurs, machin et trucs. Mais c'est pas là où, en gros, c'est pas là où ils font du beurre. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de marques. C'est pour Bien ça sûr. aussi qu'il y a même de moins en moins de marques de compléments alimentaires. Qui, par exemple, un concurrent NutriPure qui était là l'année dernière n'était pas là, par exemple, cette année. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font que le salon, c'est pas vraiment un salon de muscu, de fitness. Putain, c'est quoi ce bordel? C'est le Il y a- daron, Il y a c'est le un daron. hélicoptère. Le daron qui débarque avec le Terrano. Oh, waouh, c'est Oh, ça, wow. ouais. Ouais, c'est ça. Vadrouille. Merde. Bon, petit temps mort. Allez, gamine. Petite interruption, du coup, du daron qui est arrivé avec son tracteur pour nous surprendre. Mais du coup, on va conclure sur le Fitex pour dire qu'effectivement, c'est un salon très sympa. Voilà, pour les différentes raisons que j'ai énumérées précédemment. Et l'année prochaine, on y sera. À voir si ça peut être intéressant au niveau du budget. Mais c'est vrai que c'est vrai que quand tu as une marque, si tu dépenses 20 000 euros et que tu n'en rapportes que 500, tu perds 19 500 euros. Ouais. Mais il y a un pas pouvoir très aussi de intéressant. rayonnement. En fait, on sous-estime. Tiens, j'ai pensé à ça et je le redis maintenant, mais on sous-estime aussi, tu sais, la visibilité que tu peux avoir sur un salon où justement, si tu as, par exemple, je sais pas, quand il y a de visiteurs sur le week-end au Fitex, ce qui est quand même assez conséquent, mais si du coup toutes les personnes gardent un bon souvenir de ta marque ou du coup que ils ont vu ce que tu faisais, tu laisses quand même, tu plantes une petite graine dans leur tête et si un jour ils sont amenés à revoir, il y a quand même cet effet de ah mais je les connais, je les avais déjà vus il y a 5 ans, 2 ans, 3 ans. Après, c'est du budget com. Du coup, il faut le voir comme du budget com C'est ça. et pas comme quelque chose qui va t'apporter de la réelle rentabilité. C'est pas de la rentabilité directe. Ouais. Voilà. Donc, en fait, il faut juste le voir comme ça. Mais c'est sûr que voilà, c'est pour nous un objectif de faire des salons, de faire des événements, etc. Après, il faut voir. Nous, on a la chance voilà, on est créateur de contenu, on a plusieurs marques, etc. Donc, on trouvera un moyen, mais c'est sûr que voilà, si tu dépenses 20 000 euros sur un week-end, il faut quand même au moins que tu essayes de retomber sur tes pattes parce que tout le monde ne peut pas cramer 20 000 euros. Ah, ça fait un sacré trou. Voilà, et c'est la réalité, aujourd'hui, c'est que planifier des choses, organiser des événements, vous rencontrer, c'est super, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais derrière, c'est un coût qu'on n'estime pas, ou du moins qu'on a du mal à se rendre compte. Et c'est sûr que si tu fais plusieurs mauvaises opérations comme celle-ci, c'est comme ça que tu coules une boîte. Et je pense que personne n'a envie de qu'on coule une de nos boîtes. Donc, il faut quand même... voilà, c'est là où il faut réfléchir comme un entrepreneur et pas forcément comme un influenceur. Parce que c'est sûr que l'influenceur, lui, tout ce qu'il voit, c'est le côté on va pouvoir rencontrer les gens qui nous suivent, échanger, etc. C'est pour ça que je suis très content quand Nutrimuscle m'invite, parce que c'est eux qui prennent tous les frais à leur charge. Donc moi, en gros, ça me coûte 0 et du coup, je peux vraiment profiter. Par contre, quand on y va en tant que représentant pour notre société, c'est plus la même. On n'est plus influenceur, on est du coup entrepreneur et du coup, il faut qu'on switch de mindset, entre guillemets. Voilà du coup pour le Fitex. Est-ce que je raconte rapidement l'histoire de la dent?
Ah oui, allez, vas-y, parce que après le prochain podcast, ça sera trop long. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui attrapent le podcast aussi en cours de route. Mais ça, il faut savoir que l'histoire du cassage de dents à Budapest, c'est quand même un des passages, je pense, un peu mythiques C'est un peu classique. du podcast. Ouais, c'est un grand classique, mais qui, en fait, c'était en 2022. Là, c'est 4 ans plus tard. Ah, c'est le 2 en fait. Voilà. C'est comme tu vois, Shrek. Apparemment, il y a un nouveau Shrek qui va sortir. Je crois que c'est le 6. Ah. Il y a un Shrek 6 qui va sortir cet été. Bah, là, c'est l'histoire de la dent. L'histoire de la Deux. dent 2. Donc, dans l'épisode précédent, qu'est-ce qui s'était passé? En gros, je la fais courte. J'étais parti à Budapest pour vivre. Je suis resté 6-8 mois. Et là-bas, je m'entraînais donc au C-Tech Gold Gym. C'était une salle mythique, salle où il y avait que des bodybuilders immenses, des gens qui faisaient 150 kilos secs, tu vois. Bon, Que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. voilà, hein, on j'en l'avait dit. rajoute un peu, mais il y avait que des Golgoth. Il y avait énormément de Golgoth. Les mecs étaient littéralement tous énormes. La première fois que j'y avais été, il y avait une meuf qui faisait du soulevé de terre à 250 kilos en série. Ça annonce la couleur. Donc voilà, c'était une salle monstrueuse, énormément de matériel. Il y avait genre 5 leg extensions, 3 hack squats. C'était un peu le paradis. J'y suis resté 6-8 mois et je me suis vraiment bien amusé dans la salle. Et à l'époque, là-bas, il y avait une presse à cuisses. C'était une presse à cuisses, Rogers Athletic. Et en fait, cette presse à cuisses, elle avait une particularité. C'est que, comme la plupart des presses à cuisses circulaires, la tension maximale arrive à la fin du mouvement. Donc, en gros, quand tu es en position étirée, bah, tu as très peu de tension, et plus tu pousses, et plus ça devient dur. Et tous ceux qui ont déjà fait ce genre de presse à cuisse savent que c'est ce qu'on appelle un peu des presses à grind. Grind. Des presses à grind. Et en fait, quand tu arrives en bas, entre le moment où tu commences ta rep et que tu l'as fini, surtout quand tu es proche de l'échec, parfois tu peux mettre 8, 10, 12, 15 secondes. Et vraiment, ça te donne une satisfaction. Vraiment, tu t'amuses comme un petit fou. Et moi, vraiment, j'adorais me retourner le crâne sur cette presse. C'est-à-dire que vraiment, j'y allais. Parfois, je le faisais même à une jambe. Alors ça, mec, quand tu t'envoies un grind de 10 secondes sur la jambe gauche et que tu te dis « Ah, faut que je fasse la même chose à droite », je peux te dire qu'il te faut une sacrée dose de courage. Mais je m'amusais vraiment très, très fort avec ces presses à cuisses. Et en fait, à cette époque-là, j'avais la fâcheuse habitude que quand je poussais et que j'arrivais proche de l'échec, je serrais les dents. Je serrais les dents très, 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 très fort. Et du coup, un jour, je faisais cette magnifique presse. J'arrive proche de l'échec, et puis plus c'est dur, plus la répétition est longue, plus ça devient lourd, et plus je serrais les dents. Et j'ai serré tellement, tellement, tellement les dents, qu'au bout d'un moment, paf, j'ai ma dent du fond. Donc c'était une dent de sagesse qui était mal positionnée, qui s'est fissurée. Et donc la dent explosée. Et à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est infecté, donc infection de la dent. Heureusement, Budapest, c'est une ville qui est connue pour le tourisme dentaire. Donc j'avais pu me faire soigner dans des conditions un peu particulières. Je ne vais pas vous le raconter, je vous invite à aller écouter le podcast. Parce que j'ai fait peut-être plusieurs malaises à cause des conditions pendant qu'ils me retiraient la dent, parce que c'était vraiment un peu particulier. Anesthésie locale qui ne fonctionne pas vraiment, enfin bref. Et du coup, c'est comme ça que c'est fini donc l'histoire de la dent. Partie 2. Et maintenant, nous arrivons dans la partie 2. Donc, la partie 2 de l'histoire de la dent, c'est que c'est pas directement la dent, cette fois-ci, qui a pété. C'est que, j'ai fait un parcours classique d'orthodontie qui s'est terminé quand j'étais au collège. Et donc, à la fin, donc j'ai eu bague, appareil du palais, machin, etc. Et à la fin, ils m'ont laissé donc une petite barre de fer derrière les dents. Et hier, vlatipac en mangeant mes frites, paf, j'ai fait sauter donc ce qui s'appelle une contention. Et du coup, donc hier, j'avais un tournage qui était prévu, sauf que la contention, elle se barrait, elle était encore un peu collée. Et elle se barrait, ce qui fait que quand je parlais, ça me coupait la langue. Je pouvais pas serrer les dents aussi, je pouvais pas m'entraîner. Le truc qui venait se fourrer, c'était pas possible, quoi. Et du coup, retour chez le dentiste. Et donc là, je dois enlever le truc et refaire. Et en fait, je pense que c'est parti un peu, encore une fois, de
la façon dont je pousse, parce que bon, là, c'est une frite qui l'a fait sauter. Mais en fait, j'ai une façon de placer ma langue quand je m'entraîne. Maintenant, en fait, je ne serre plus les dents. Mais j'ai remplacé ça par ça. Et en fait, je pousse ma langue, parce que ça me fait un petit rebord. Je pousse ma langue dessus. Ça me la coince. Et, et je pense qu'à terme, c'est ça qui a joué et qui a fait que le truc a sauté. Parce qu'en plus, donc, ma langue, je la place au milieu. Et tu sais, ça n'a pas sauté sur un côté. Ça a sauté justement pile là où je place ma langue et où je pousse. Donc au final, je serre les dents, ça me fait péter une dent. J'arrête de serrer les dents, je place ma langue autrement. Je fais sauter la contention. À la question d'ailleurs qu'on a reçue encore dans la boîte à questions, faut-il utiliser un protège-dents? Ben, je pense qu'il va falloir que tu en utilises un. Bah, en vrai, le protège-dents, ça peut paraître la solution évidente dans tout ça, mais un protège-dents, je vous jure que c'est chiant. Bah, il faut en fait réussir à l'utiliser correctement, à savoir réellement l'utiliser, à s'entraîner avec, parce que franchement, c'est vrai que c'est chiant. Bah, pour respirer, c'est la merde. Du coup, tu restes dans cette spirale où du coup tu vas serrer les dents. Un bon protège-dents, c'est un truc qu'il faut que tu fasses mouler, Ouais. etc. On avait fait, tu te rappelles? Ouais, bah ouais, on en a fait. Ouais. Mais et puis en plus, il y a aussi tout le côté hygiénique. C'est dégueulasse. Ah bah oui, un protège-dents, c'est dégueulasse. Tu t'entraînes dans une salle de sport, c'est littéralement le nid à bactéries par excellence. Il faut toujours que tu remettes dans ton boîtier le truc, machin. Voilà, en vrai, t'es sûr que ça va pas bien se passer si tu utilises un protège-dents. Et t'es sûr que en fait, c'est une bombe à retardement avant que tu chopes des aftes ou un truc bien pire. Donc en vrai, protège-dents, c'est bien, mais c'est tellement galère. Ah, je me rappelle, il puait le mien. Bah ouais, mais en fait, c'est horrible. Quand tu vois déjà à quel point les gens prennent soin et font attention à l'hygiène de leur bande de tirage, à leur bande de, leur bande de poignée, etc. Le truc, ça pue, ça reste dans le sac. T'es sûr que le protège-dents, mais laisse tomber, mec. Tu chopes, je sais pas quoi quand tu mets ça, mais c'est sûr que ça finit mal, tu vois. Donc, protège-dents pas ouf. Mais là, je vais juste, tu sais, je vais pousser comme ça. Tu sais, je vais La ouvrir bouche ouverte. la bouche ouverte. Et au début, je faisais ça aussi. Je criais beaucoup parce que ça me permettait de pas serrer les dents. Le problème, c'est qu'après, tu gobes les mouches, quoi. C'est ça qui est chiant. Et oui, du coup, il n'y a vraiment pas de solution extrême. Mais voilà, c'était l'histoire numéro 2. Je la trouve très drôle. Là, j'ai rendez-vous donc semaine prochaine parce qu'il faut finir d'enlever la contention, reprendre les empreintes et reposer une contention. Ouais. Reprendre des empreintes. Qu'est-ce qu'il y a à reprendre des empreintes? Je sais pas, écoute, ils m'ont Ça, dit. c'est juste des frais. C'est le petit truc du. Alors, il va rien y voir. On va lui faire des empreintes. Ça nous servira absolument à rien, mais ça va lui faire une ligne de plus à payer. Hop. Ouais, je sais pas, je pense qu'ils veulent adapter. C'est le pack. C'est, ouais, écoute, voilà. Moi, je sais que j'ai pas envie de voir mes dents qui vont bouger sur le long terme. Ouais. Effectivement, c'est un investissement dont je me serais passé. C'est de l'argent qui n'ira pas dans les machines, mais je me dis que j'aurai de belles dents. Ah, les dents, c'est important. Bref. Je Voilà, pense que du d'ailleurs, coup. il y a beaucoup de personnes qui ont eu les bagues et qui ont ce que tu as et ce que j'ai aussi, l'espèce de petite barre derrière Ouais. les dents du bas. Ben, du coup, ne poussez pas dessus avec votre langue. Et également, dites-nous dans les commentaires si vous avez une contention et si vous l'avez déjà fait sauter. Maintenant, Allez, on passe au sujet. après 45 minutes de podcast. Alors moins, parce que du coup, il y a eu l'interruption d'Aaron. Oui, il y a eu la daronite qui est arrivée au milieu de tout ça. Mais on va passer donc au vrai sujet, le volume alimentaire. Parce que c'est vrai que le volume alimentaire, pendant des années, et même aujourd'hui sur les réseaux, c'est présenté un peu comme la solution magique. C'est vraiment, voilà, t'as faim, t'augmentes le volume, tu peux manger énormément et en fait, bah voilà, être en déficit calorique grâce au volume. Mais en fait, avec l'expérience, moi j'ai vécu vraiment le cheat code à fond du volume, l'optimisation du volume à fond. Ouais. Le volume, c'est littéralement l'un des plus gros ennemis de ta progression et de ta relation à la nourriture. Ouais, tout à fait. Mais avant, Rémi, on peut peut-être commencer par définir ce qu'est le volume alimentaire. Le volume alimentaire, c'est une stratégie qui consiste à avoir des assiettes du coup volumineuses, et donc ça passe par une sélection d'aliments qui vont être propices à justement du volume. Alors, par opposé, ça va être tout ce qui va être trop petit, trop dense en énergie et qui vont se manger rapidement. Donc c'est ce qu'on peut retrouver comme dans certains aliments ultra transformés, parce qu'il y a aussi des aliments très transformés qui sont très très volumineux, mais on va dire que la junk food, quelque chose qui est très gras,
va du coup avoir ce côté de densité énergétique très basse, très petite et qui va se manger très rapidement, où il va y avoir peu de mastication. Et à l'opposé, du coup, le volume alimentaire, donc des aliments qui vont au visuel être plus gros et vont aussi mettre plus de temps à être mangés parce qu'il va y avoir de la mastication en plus. Et puis forcément, s'il y a du volume, ça va être plus long à manger. Mm. Effectivement, en fait, cette notion de volume alimentaire, elle fait écho à ce qu'on appelle la densité calorique. La densité calorique, c'est le nombre de calories que va avoir un aliment pour 100 grammes d'aliment. Plus ce chiffre est élevé, plus on dit que cet aliment est dense en calories, et donc que son volume va être faible, et moins, je recommence. Et moins Vas-y. Et moins cet aliment va avoir un nombre de calories important pour 100 grammes, Ouais. et plus du coup son volume va être important, et moins on dit qu'il va être dense en calories. Et ça, c'est très important à comprendre parce que justement, à partir de là, tu peux faire varier ton volume alimentaire. Donc en général, tu t'orientes vers des aliments qui sont denses en calories pour des personnes qui ont des difficultés à manger. Et pour des personnes qui ont un grand appétit, eh bien, on a tendance à augmenter le volume et s'orienter vers des aliments qui sont moins denses en calories. D'où vient cette baisse de la densité calorique? Eh bien, en réalité, plus un aliment contient de l'eau, et plus ce qui va se passer, c'est qu'il va être faible en calories, et donc il va être très peu dense en énergie. Typiquement, tout ce qui va être fruits, pas tous effectivement, mais la plupart des fruits, les légumes, etc. Tout ça, ce sont des aliments qui vont être très volumineux parce qu'ils vont être constitués pour la plupart à plus de 80% d'eau. Voilà, tu prends des concombres. Les concombres, ça apporte un grand volume alimentaire parce que c'est très riche en eau. Et donc, si tu veux t'envoyer 300 calories de concombre, bon courage. Même chose avec, par exemple, les tomates. Un des aliments les plus volumineux, le melon. Vas-y, bouffe 1 kilo de melon, tu vas voir que ça te fait pas le melon, pardon, la pastèque. Pastèque, mais melon aussi, ça rentre un peu dans le Le melon aussi, mais mais moins voilà, que la pastèque. La pastèque, effectivement, c'est l'aliment volumineux par Excellence. excellence. La pastèque, bouffe 1 kilo de pastèque, tu vas voir que tu n'auras pas beaucoup de calories et par contre, tu vas te sentir garni. Donc, voilà, c'est comme ça que globalement, on jauge la densité calorique d'un aliment et qu'on jauge justement son volume alimentaire. Maintenant, il y a forcément des solutions au sein d'un même aliment pour faire varier son volume. Je vais prendre un exemple. Tu prends tes flocons d'avoine. Tu fais un porridge. Tu peux mettre par exemple 100 grammes d'avoine et 100 millilitres d'eau. Ou tu peux mettre par exemple 100 grammes d'avoine et 400 millilitres d'eau. Donc là, tu te retrouves avec le même nombre de calories, mais tu as joué sur le volume pour augmenter son volume alimentaire. Il y en a qui vont même un peu plus loin. Comme j'ai dit, moi je l'ai déjà fait plein de fois. Tu peux ajouter par exemple de l'agar-agar ou d'autres gélifiants pour non plus mettre 400 ml d'eau, mais 800 ou 900 ml d'eau. Ce qui fait que tu te retrouves toujours avec tes 100 grammes de flocons d'avoine à la base, mais en fait, tu as les calories de 100 grammes d'avoine, mais tu as 1 kg de porridge. Alors forcément, ça joue un peu sur la texture, ça joue un peu sur la puissance du goût, mais avec quelques édulcorants, des goûts, quelques fruits, etc., tu te rattrapes. Sauf que tu te rends bien compte que entre la version où tu mets 100 ml d'eau et la version où tu vas en mettre 900, en fait, tu fais quasiment... Donc, dans le premier cas, tu as 200 grammes de préparation totale. Dans l'autre cas, tu as 1 kg. Tu te rends bien compte que tu multiplies le volume par 5. Et donc, oui, ça peut t'aider à te sentir beaucoup plus rassasié. Mais le problème, c'est que si tu commences à faire ça, et bien sûr, tous tes aliments, et que tu cherches à maximiser le volume de partout, c'est là où il peut commencer à y avoir quelques soucis qui apparaissent. Ouais, et puis il y a aussi d'autres aliments comme ça où, alors Denis parlait des flocons d'avoine, mais il y a aussi tout ce qui va être aliments soufflés, le riz soufflé, le maïs soufflé en popcorn. On n'a pas parlé, mais aussi les tagliatelles de konjac. En fait, il y a plein d'aliments et de la même manière que il y en a qui vont faire des tier lists pour certains aliments, eh bien, on va être dans cette nouvelle quête de quel est l'aliment qui va apporter le moins de calories par rapport à son volume alimentaire.
Et donc, ça va être la quête du produit un peu magique, les produits qui vont être faits avec de la gélatine, le konjac ou d'autres aliments. Et ça, en fait, on est dans cette course perpétuelle euh, je cours après un truc qui n'est pas forcément une nécessité pour moi, mais j'essaye d'être celui qui va me rapprocher de ce truc le plus volumineux. En fait, ça n'a pas d'intérêt, surtout si tu n'en as pas l'utilité. Typiquement, des personnes qui ont beaucoup de calories et qui vont avoir ce besoin d'avoir du volume alimentaire, faut pas confondre justement l'envie d'avoir du volume alimentaire avec le simple fait que tu as juste envie de trouver un kiff à être avec un gros bol devant toi, avec ta série préférée Netflix et te dire, bah, en fait, mon objectif, c'est de manger pendant 40 minutes non-stop et en fait, ne pas avoir à bouger de mon fauteuil en regardant ma série Netflix. Il y a ce côté du si tu manges juste pour la fonction de manger sans vraiment te connecter à ce que tu manges, bah, c'est un peu idiot parce que tu contournes un petit peu l'idée du volume alimentaire qui, à la base, est une stratégie justement pour euh, avoir des signaux de satiété qui apparaissent et qui sont plus surmontables sur ta journée. Typiquement, des personnes qui sont sur un déficit avancé, l'intérêt de, oui, avoir du volume alimentaire peut se poser pour avoir un côté un peu plus satiétogène. Et là, oui, c'est pertinent. Mais va pas me faire la course au volume alimentaire pour tout, parce que manger, comme l'a dit Denis, 5 fois ta préparation qui, à la base, n'en avait pas forcément besoin, va te demander aussi 5 fois plus d'efforts au niveau digestif, parce que ça va être long à consommer, tu vas te sentir ballonné, tu vas avoir un ventre qui va être hyper gonflé, tu vas pas pouvoir t'entraîner dans les mêmes conditions habituelles, ou même pire, ça va tout simplement être hyper inconfortable sur ta journée. Donc voilà, il faut aussi bien choisir la justification du volume alimentaire que tu as défini d'avoir. C'est surtout que le volume alimentaire, c'est un outil qui doit être utilisé dans de certains cas pour certains objectifs. Et surtout, c'est jamais un outil qui doit être utilisé sur le long terme. Mm. Ça, c'est quelque chose que je vois trop. Et justement, j'ai récupéré trop de personnes en accompagnement qui avaient des gros problèmes justement de gestion de leur volume alimentaire. Ils étaient très contents parce qu'ils pensaient optimiser, mais en fait, ils s'étaient créé une propre prison dans laquelle ils s'étaient emprisonnés eux-mêmes. Et ça, justement, c'était pas forcément une bonne chose parce qu'ils mangeaient plus forcément pour se nourrir, ils mangeaient plus forcément pour avoir leur quota calorique, ils mangeaient plus forcément pour le plaisir, ils mangeaient uniquement pour se remplir. Et en fait, c'était ça, la quête du volume, c'est une quête où les gens vont chercher à se remplir, être plein, sauf qu'il y a une différence entre manger pas suffisamment, manger ce qu'il faut, atteindre la satiété, manger trop et se remplir. Et en fait, c'est toujours la même chose. À partir du moment où tu tombes dans un extrême, c'est que tu fais quelque chose de mal. Mais les gens ont du mal, encore une fois, surtout quand aujourd'hui, on voit beaucoup de créateurs qui font l'apologie du volume. Et moi aussi, j'en ai fait l'apologie au bout d'un moment parce que je trouvais ça super, parce que ça correspondait à la situation dans laquelle j'en avais besoin. Sauf que tu vois des gens qui vont l'utiliser effectivement pendant leur déficit, et après, ils vont remonter les calories et ils vont, avec 500, 600, parfois 1000 calories de plus, continuer à faire des stratégies où le volume va être important. Et c'est là où justement les choses vont mal parce que tu fais les choses à l'envers et tu t'emprisonnes finalement dans une situation qui t'est défavorable. C'est triste parce que justement, on avait eu ce schéma-là il y a de ça quelques années où on était dans la quête de toujours plus de calories et donc du coup, la stratégie c'était si tu veux manger beaucoup et avoir beaucoup de calories, il faut que tu marches beaucoup. Et donc en fait, on se retrouvait à avoir des gens qui marchaient plus de 15 000, 20 000 pas parce qu'ils n'avaient pas bien compris le message de fond qui était utilise le levier de la dépense comme un levier pour arriver à tes fins et effectivement avoir un total calorie qui est peut-être plus abordable. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Encore des conduites extrêmes de en fait, je vais marcher 2-3 fois plus pour essayer d'avoir 2-3 fois plus de calories. Sauf qu'en fait, c'est pas ce qu'on recherche. Et c'est la même chose avec les conduites vis-à-vis du volume. J'ai pas forcément d'avoir du volume, mais par contre, je vais me mettre en quête d'aller sur l'extrême parce que je me dis que plus je vais pouvoir avoir du volume, mieux je vais avoir un côté rassasiant. Sauf que c'est pas ça. C'est pas les lois mathématiques du plus fait moins. Ou plus fait plus d'ailleurs. C'est pas ça, c'est moins fait plus. Faudrait que je revoie mes classiques, mais l'idée, c'est un peu ça. C'est qu'il n'y a pas de grand théorème vis-à-vis du volume. Ça va pas t'apporter plus que si du coup tu faisais juste normalement les choses. Mais
le risque, en fait, parce que là, tu te dis, ouais, mais ok, je comprends pas en quoi c'est problématique. Bah déjà, c'est problématique vis-à-vis de ta relation à la nourriture. Parce que si tu manges pour te remplir, bah, en fait, tu commences à progressivement te rapprocher des TCA. Et surtout, par expérience, toutes les personnes que j'ai récupérées, bah, en fait, tant que tu es dans ton environnement, ça va. C'est-à-dire que tant que tu es chez toi, que tu peux préparer tes ninja creamy, que tous les soirs tu peux te faire tes méga salades, etc., ça va. Le jour où tu as un resto d'entreprise, le jour où tu as voilà, un repas en extérieur, tu te rends compte que bah, voilà, le repas en extérieur, potentiellement, il va déjà être beaucoup plus dense en énergie, sauf que toi, tu es habitué à te remplir. Et c'est là où beaucoup vont faire des crises d'hyperphagie et justement vont manger, 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 chercher justement à se remplir parce que c'est ça qu'ils ont l'habitude de faire. Et c'est là où c'est problématique parce que autant effectivement d'habitude tu te remplis, ton repas, tu es content, tu es rempli, tu as 600 calories. Sauf que le jour où, je sais pas, tu vas au buffet à volonté et que tu as ce besoin de te remplir, bah, tu vas pas te remplir avec 600 calories, tu vas te remplir avec 3, 4, 5 000 calories pour certains, parce qu'ils ont vraiment ce besoin de se remplir. Et après, tu rentres dans cette spirale de la culpabilité, tu te sens pas bien, etc. Et ça peut aller plus loin. Il y en a par la culpabilité, ils peuvent se faire vomir, etc. Et puis même d'un point de vue de ton alimentation, il y en a qui vont toujours chercher dans cette quête du volume à eh bien, potentiellement augmenter de plus en plus les légumes, réduire de plus en plus, par exemple, les sources de glucides, les féculents, etc. Ça va augmenter les fibres. Ça va jouer aussi sur la digestion. Tu vas toujours te sentir rempli. Mais sauf que d'un point de vue digestif, ça va te causer quand même pas mal de problèmes. En fait, cette course au volume, elle a rien vraiment de bon. Et déjà, comme tout, si tu cherches le volume extrême, il y a un problème. C'est-à-dire que le volume, c'est un très bon outil. Par exemple, tu es en déficit calorique et voilà, tu as déjà, on va dire, tu es bien à ton déficit, mais il faut que tu enlèves 300 calories, imaginons, pour pouvoir le continuer. Et en enlevant 300 calories, bah, tu te mets à avoir faim, par exemple, après ton petit-déj. Bah, potentiellement augmenter le volume sur le repas du petit-déj, mais pas sur les autres, ça peut être une bonne stratégie. Parce que du coup, bah, tu vas ne plus être gêné par la faim, tu vas tenir plus facilement jusqu'à ton repas du midi, et après les autres repas, tu n'as pas forcément de problème. Quand tu commences à chercher à optimiser ton volume sur chacun de tes repas, que tu réfléchis uniquement sur quel aliment je n'ai pas maximisé en termes de volume sur mes repas, c'est que là, il y a un problème. Et en plus de ça, souvent, cette quête extrême du volume, elle te réduit énormément le plaisir alimentaire. Parce que tu vas te mettre à réduire du coup tout ce qui va être à peu près bon. Ce qui va être à peu près bon, c'est quoi ? C'est souvent ce qui va t'apporter des lipides, c'est souvent ce qui va t'apporter des glucides, et donc qui va avoir une densité calorique qui va être un peu plus important. Là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas bouffer de la ratatouille et des glaces Ninja Creamy avec de la whey et des fruits rouges à chacun de tes repas. Sauf que bah, là, ça va pas. Et en fait, en plus de ça, bah, souvent, c'est ce que je disais précédemment, tu augmentes tes fibres, tu cherches à te remplir. Et en plus de ça, bah, qu'est-ce qui apporte aussi énormément de calories ? Les lipides. Donc souvent, tu vas te mettre à descendre énormément tes lipides. Et encore une fois, il n'y a pas forcément de problématique à être bas en lipides à partir du moment où tu fais les choses correctement et que tu t'assures d'avoir tous tes apports en acides gras essentiels et que tu ne le fais pas sur le long terme. Il y en a, ça fait 6 mois qui sont très, 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 très bas en lipides, qui ne font pas attention à leurs acides gras essentiels. Et encore une fois, bah là, ton corps, il ne va pas bien fonctionner. Il ne va pas avoir tout ce qu'il faut pour bien fonctionner. Et encore une fois, tu te tires une balle dans le pied. Parce que le volume qui était censé être quelque chose qui devait t'aider, bah, au final, c'est quelque chose qui te dessert. Et quand tu accumules en fait toutes les problématiques que tu as à cause du fait que tu cherches à maximiser ton volume alimentaire, tu te rends compte que si tu ne l'avais pas fait, bah, ça irait beaucoup mieux. Et en plus de ça, il y a des gens donc, qui vont le faire, qui vont maximiser leur volume alimentaire, qui vont aller au bout de leur cut comme ça, parce que c'est vrai que ça permet d'être en déficit calorique quand même plus facilement. Ouais. Mais dès qu'ils vont augmenter les calories, bah, ils ne vont pas rebaisser le volume. Et là, c'est vraiment le truc où bah, quand tu remontes tes calories et que tu te dis « Oh, trop bien, je vais pouvoir encore plus maximiser mon volume », tu vois que le premier truc que tu rajoutes
c'est des pommes de terre, que tu te dis, bah ok, maintenant j'ai plus une Ninja Creamy, j'en ai 2. Bah en fait, là, tu amplifies cet effet-là. Et surtout, ton corps, ton estomac, il s'habitue très vite au volume alimentaire. Oh. Et donc, plus tu augmentes ton volume alimentaire, plus tu vas avoir besoin de ce volume alimentaire. Et donc, et progressivement, encore une fois, si tu réduis aussi progressivement ton volume alimentaire, tu verras aussi que ton corps va progressivement s'habituer. En fait, on lutte contre un problème d'abondance. Le problème moderne de notre société, c'est que en fait, on a tout facilement et que on ne doit plus avoir des signaux de faim. Tu vois, de justement, t'as faim, bah c'est pas normal. Bah si, en fait, justement, c'est une régulation normale de ton corps qui en fait te dit bon bah il y a des temps où je suis rassasié, de temps où il faut me donner à manger et c'est là où du coup va se déclencher les signaux de faim. Et en fait, c'est une lutte de ton corps, enfin que toi du coup tu essayes de lutter pour lui dire bah en fait non, je vais t'apporter l'abondance et je vais t'apporter par le volume cette réponse. Et je crois que il n'y a pas pire que de ne pas être, et c'est bien qu'on parle de sensations parce que autant dans la musculation avoir des sensations sur certains exercices, bon on pourrait en rediscuter pendant longtemps, mais autant au niveau de la nutrition, je crois qu'il n'y a pas mieux que d'avoir une écoute de son corps vis-à-vis de son alimentation. Alors oui, dit comme ça fait oui un peu prout-prout, un peu philosophique, mais n'empêche que c'est hyper vrai. L'alimentation intuitive, de savoir exactement quand tu commences à être rassasié, de quand tu ne l'es pas, bah, elle est hyper importante. Et ça va vraiment t'aider après à calibrer tes apports et à ne pas vivre chaque repas différent de ce que tu as l'habitude de manger comme quelque chose de troublant. Si tu es habitué à manger, on avait parlé un petit peu de cette théorie un petit peu dans un podcast par rapport au coup de cuillère, au coup de fourchette que tu as quand tu as un repas, bah en fait si tu as le triple, voire le quadruple de coups de fourchette quand du coup tu as un repas volumineux par rapport à un repas qui est plus dense et donc plus petit où tu vas en 3 coups de cuillère, c'est le principe du resto gastro où tu vas avoir en 3 coups de cuillère manger ton assiette, bah du coup tu ne t'attaches plus à ce que tu manges et tu es plus dans une quête de j'ai normalement 30 coups de fourchette à avoir, enfin, 30 j'en sais rien mais j'ai pas amusé à calculer, mais on aura compris l'idée derrière de il faut pouvoir avoir quelque chose de standardisé, de cohérent et de résonnant dans votre vie, peu importe votre idée de repas, peu importe votre situation événementielle par exemple. Et ça vraiment, c'est une lutte face à l'abondance. Ne pas être dans cette quête permanente de je ne dois pas écouter mon corps, je dois lui apporter constamment ce qu'il a besoin, que ce soit en termes d'aliments, en termes d'optimisation vis-à-vis du sommeil, vis-à-vis des compléments alimentaires, vis-à-vis de l'entraînement. En fait, c'est très bien d'avoir ce cadre de tout maîtriser, mais il y a des sensations comme l'alimentation qui doivent être centrales et sur lesquelles vous devez vraiment vous appuyer. Bah, c'est surtout que aujourd'hui, beaucoup de personnes, dans une démarche de perte de poids, vont avoir peur des restos, etc. Et en fait, tous les go muscu qui optimisent le volume, tu les vois direct, c'est leur phobie. Parce que ils vont en fait avoir peur parce qu'ils savent très bien comment ça va se passer. Et eux, il n'y a que 2 cas de figure. C'est soit ils vont manger très 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 peu parce qu'ils vont avoir peur d'exploser leurs calories, ou alors ils vont y aller avec leur balance, ils vont traquer, ils vont se rendre compte que leur 600 calories du repas, il est vite atteint avec 3 sushis, tu vois. Soit, en fait, ils vont y aller et ils vont chercher cette sensation d'être remplis. Et là, ils vont s'envoyer vraiment les calories. Et comme dit Rémi, cette problématique du volume, elle est présente parce que les gens aujourd'hui ne supportent plus d'être inconfortables. Ouais. Et ils ont toujours ce besoin de confort. Et en fait, on est en train de tomber dans l'extrême opposé. C'est-à-dire que avant, on était bloqué dans cette mentalité du no pain, no gain, qui est une mentalité contre laquelle je me bats parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est clair qu'on n'a plus besoin d'en chier autant que ce qu'ils faisaient à l'époque, à manger riz, poulet, brocoli à chacun des repas, etc. Ils avaient des excuses avant, maintenant on n'en a plus. C'est ça. Mais par contre, aujourd'hui, on est tombé dans l'extrême opposé où les gens sont trop confortables et c'est pour ça que ils cherchent des solutions pour faciliter la diète. Ils cherchent toujours les aliments cheat code, donc tous ceux dont on a parlé avant, les techniques de préparation cheat code pour pareil augmenter le volume et même au niveau de l'entraînement. C'est pour ça que aujourd'hui on a autant de personnes qui n'arrivent pas à progresser parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à fournir l'effort nécessaire pour entraîner de la stimulation musculaire parce qu'ils s'entraînent. En fait, ils s'arrêtent avant que ça devienne inconfortable.
Et justement, cette recherche toujours du confort partout, c'est aujourd'hui un frein. Et honnêtement, un des meilleurs conseils que je pourrais te donner pour réussir ta perte de poids, c'est d'accepter d'avoir un peu faim. C'est sûr que si tu as des grosses fringales, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est un problème de fond, là. C'est pas. C'est Mais, différent. mais avoir un peu faim 30 minutes avant ton repas, 45 minutes avant ton repas, si tu as faim par exemple vers 11h30 et que tu manges à midi, c'est parfaitement normal. C'est parfaitement normal. Et même si tu étais à maintenance calorique, tu peux ressentir la faim. La faim, c'est vraiment pas quelque chose que tu dois vouloir éviter. La faim, c'est une sensation qu'il faut accepter, c'est une sensation normale et tu ne dois pas chercher à la fuir. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça sera toujours ce qu'il y a de plus bénéfique pour ta progression, mais en même temps, ce qu'il y a de moins bénéfique pour ta progression, parce qu'en fonction du contenu que tu consommes, de la façon dont tu le consommes et de la façon dont tu le comprends, eh bien, tu peux très très vite tomber dans des dérives. Et c'est sûr que aujourd'hui, si tu es dans la méta où justement tu cherches à maximiser le volume sur tous tes repas, que tu cherches à ce que certains appellent optimiser ta maintenance, c'est-à-dire marcher le plus possible pour pouvoir manger le plus possible, là, mon gars, tu es tombé dans une spirale qui est une spirale que je te conseille très très vite de sortir parce que c'est pas une spirale avec laquelle tu vas aller loin et c'est pas une spirale surtout qui va être saine. Encore une fois, oui, sur le court terme, ça peut être intéressant. Dans une démarche de perte de poids, par exemple, tu commences ta perte de poids, tu fais 6000 pas par jour, tu es à 2500 kilocalories. Et comme je le disais, au fur et à mesure, tu avances. Et puis au bout d'un moment, quand tu passes peut-être sous les 2000 calories, tu vas augmenter tes pas peut-être à 15 000, etc. Ou ponctuellement pour finir ta sèche à 20 000. Voilà, ça peut être des solutions. Mais c'est sur le court terme. Pareil pour le volume. Tu peux faire par exemple une petite période où tu vas chercher à l'optimiser. Mais déjà, ça ne sera jamais une optimisation à l'extrême. Et surtout, ça sera quelque chose qui sera sur le court terme. Si là, ça fait 6 mois que tu te fais chier à faire 25 000 pas par jour et que tu t'envoies des ninja creamy à tous tes repas, que justement tu cherches à mettre le maximum d'eau dans tes préparations à base d'avoine, de maïzena, de tout ce que tu veux, ou que justement tu cherches toujours à te faire des grosses salades pour avoir un maximum de volume, je te le dis, tu vas droit dans le mur et tu vas toujours avoir du mal à progresser avec ce genre de conduite extrême. En fait, tu dois te poser des questions qui doivent faire écho à la durabilité du truc. C'est-à-dire que si tu te dis, vas-y, me taper 2000 calories de pamplemousse ou de pastèque, comme le disait Denis tout à l'heure, tous les jours, pendant toute ta vie, il faut que tu te dises si c'est réalisable, impossible, ponctuel, ou si justement c'est inenvisageable. Et ça, en fait, tu dois te le poser pour tous tes repas. Si tu as pour habitude de manger 400 calories de glace tous les jours, où du coup tu mets vraiment le moins de calories possible dans ta glace et tu te dis ça en fait ça fait partie de mon kiff de l'été, c'est ok parce que du coup tu as répondu à une problématique, à un besoin qui était localisé dans le temps. Maintenant, courir après le volume alimentaire ou te dire il faut que je fasse 25 000 steps tous les jours, c'est faux, tu ne le tiendras pas pendant toute ta vie. Il faut toujours remettre des conditions derrière tes capacités. En fait, si tu n'es pas capable de tenir dans le temps, ne l'envisage pas, ne l'envisage vraiment pas. Je veux dire aussi autre chose, mais c'est parti de ma tête, tant pis. C'est un peu comme le one meal a day. Les gens qui vont dire en fait le one meal a day c'est super parce qu'en gros tu manges une fois par jour, ce qui permet de drastiquement baisser tes calories. C'est super, oui, ça va être une façon d'être en déficit calorique, c'est sûr. Mais encore une fois, quand tu as fini ta perte de poids ou quand tu as des événements sociaux ou quand tu as invité à déjeuner, en fait, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir inclure dans une routine sociale. Et le volume, les steps, c'est la même chose. Je le répète, moi, il y a plein de gens que j'ai récupérés en coaching qui s'envoyaient des 25 000 pas par jour. Et en fait, directement, alors pour réduire, c'était compliqué. Mais en fait, maintenant qu'on a réduit, on est descendu beaucoup plus bas. On est aux alentours des 10-12 000 pour la plupart, ce qui est largement suffisant. Et ce qui s'inclut sur leur routine de vie. Ils les font de manière involontaire sans se faire chier à marcher. Je peux te dire que chaque soir, quand tu n'es pas obligé de marcher sur ton tapis pendant 2 heures
ou de sortir 2 heures pour faire tes steps, etc., en fait, ta vie, elle change. Tu te rends compte que tu as beaucoup plus de temps. Même d'un point de vue de l'alimentation, comprendre que tu peux faire des restos, ce genre de choses. Parce que actuellement, tu es peut-être en train de te dire, ouais, mais en fait, le volume, les steps, c'est la seule solution pour moi de progresser, de perdre du poids, etc. Tu as peut-être l'impression de faire les choses correctement. Mais la vérité, c'est que non, tu as des façons beaucoup plus optimales. Et tout miser sur un seul outil, c'est ne pas comprendre tous les outils que tu as à disposition. C'est te baser. En fait, c'est comme si tu faisais un chantier dans ta maison uniquement avec un tournevis. Alors, potentiellement, tu peux y arriver. Mais quand il va falloir faire des trous avec ton tournevis, ça va être compliqué. Il va falloir que tu tapes avec sur le mur. Tu vas mettre beaucoup plus de temps. Ça va être beaucoup plus compliqué. Je dis pas que tu vas pas réussir. Je dis pas que tu peux pas faire tout un chantier. Mais c'est juste que ça va être beaucoup plus compliqué que si tu utilises tous les outils de ta trousse à outils. Et aujourd'hui, tu as plein de façons. Je t'invite. J'ai sur ma chaîne YouTube une playlist, je crois, qui s'appelle Transformation client, quelque chose comme ça. Tu trouveras une dizaine de témoignages de personnes qui ont progressé, qui ont perdu du poids sans avoir à faire 40 000 steps par jour, sans avoir à optimiser le volume sur chacun des repas. Et tu peux voir qu'ils ont des transformations qui sont excellentes, qui ont été extrêmement rapides. Et aujourd'hui, toi, ça se trouve, tu es bloqué dans une situation, tu fais énormément d'efforts, parce que c'est ça, ça demande aussi énormément d'efforts, de préparation pour que dalle. Parce que, en fait, tout simplement, tu es bloqué dans une méthode, tu es bloqué avec un outil qui ne te correspond pas et qui correspond même à personne. Ouais, je m'en rappelle parce que du coup, forcément, des choses sur lesquelles on est passé avec Denis, d'être dans la course, de toujours faire plus. Je me rappelle à prendre des rushs de moi en train de marcher sous la pluie, alors que mes vents, il pleut à torrent. Vraiment, je me fais éclabousser par les voitures et tout. Et je me dis, ouais, no pain, no gain. De toute façon, c'est comme ça, pas autrement. C'est comme ça que je crée ma mentalité, etc. Non, en fait, t'as pas besoin de ça aujourd'hui. Et puis surtout, dans le volume alimentaire, pour revenir dessus, tu vas avoir du coup une restriction alimentaire parce que, comme l'a dit Denis, il y a des aliments que tu vas devoir sélectionner pour avoir du volume. Et ça veut dire que tu te prives de toute une partie du reste. Et donc, ça veut dire que tu vas avoir une rotation très limitée sur un certain nombre d'aliments. Et donc, forcément, dès que tu as une occasion qui se présente, où justement, tu n'es pas confronté à ces aliments, c'est la boîte de Pandore. Et je me rappelle que je faisais ça. J'avais une période où, justement, j'avais retiré quasiment tous les lipides, ou du moins, j'essayais de ne pas avoir ou très peu de sources de lipides dans mes assiettes parce que je faisais la course au volume. Je me rappelle, c'était ma première année de master, quand j'étais à Guéret. Je me rappelle très, très bien. J'avais des tupperwares qui, franchement, ils arrivaient du mal à fermer. C'était des espèces de trucs bien carrés où vraiment je bombardais. J'avais que du riz. C'était du riz sec parce que forcément, je voulais pas mettre de sauce. Voilà, je voulais pas être fou. Le poulet, c'était du poulet sec comme ça. Mais vraiment, j'étais là à avoir du volume et je me gavais comme un cochon. Et c'était complètement déjà dégueulasse. Et de deux, ça ne correspondait pas à ce que je retrouvais le week-end quand je rentrais à la maison manger chez nos parents. Et donc forcément, il y avait cette dissonance entre ce que je faisais 5 jours dans la semaine et 2 jours dans le week-end, où en fait, c'était pas cohérent tout simplement. Ouais, et puis même, quand tu t'habitues à faire fonctionner ton corps de cette façon-là, qui tourne un peu au ralenti comme ça, le jour où tu leur mets un repas, que tu fais un repas un peu plus gras, etc., tout de suite, ça peut très très vite te bloquer, tu peux avoir des problèmes. En vrai, voilà, fais attention à toi. C'est des erreurs que je vois trop fréquemment. C'est des erreurs aussi que Rémi, il dit qu'il l'a fait. Moi, c'est pareil, je l'ai fait aussi, cette course au volume, aux assiettes, etc. Et aujourd'hui, dis-toi que tu as la possibilité de pouvoir aller au resto, même plusieurs fois dans la semaine, profiter. Tu n'es pas obligé de marcher 40 000 pas chaque jour. Tu peux gagner comme ça 1 heure, 2 heures sur tes journées qui peuvent être du temps que tu peux allouer à tes passions, à tes proches, à faire d'autres choses. Sans pour autant compromettre tes résultats à la salle. Et c'est ce qu'on veut vraiment dire. C'est surtout, peut-être même en améliorant tes progrès à la salle. Aussi, ouais. Mais voilà, retiens bien que le volume peut être un formidable allié pour toi. C'est-à-dire que vraiment, ponctuellement, gérer son volume, même sur une phase de masse, chercher donc à le diminuer en remplaçant, voilà, tu peux retirer par exemple, je sais pas, 20 grammes de pâtes pour mettre 20 grammes de miel que tu vas mettre dans ton fromage blanc. Voilà, ça peut être un super outil quand tu vas faire des choses comme ça, que tu vas comprendre comment ça fonctionne. Tu vas pouvoir augmenter ton volume aussi de manière ponctuelle, mais c'est pas un outil que tu dois vraiment miser tous tes efforts dessus, sinon ça ne fonctionnera pas bien pour toi, ça ne finira pas bien pour toi. Et surtout, si tu es dans cette démarche où tu te rends compte que
tu optimises trop ton volume, que tu es tombé dans cette spirale négative qu'on a décrit. Il faut savoir que le corps est une formidable machine, c'est-à-dire qu'il s'habitue très vite, très 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 vite à tout le volume que tu vas lui donner en plus, c'est-à-dire qu'il va le réclamer. C'est-à-dire que si à chaque repas, tu as l'habitude de lui donner 1 kg de nourriture et que tu montes à 1,3 kg, bah, tu vas très très vite t'y habituer. Et à l'inverse, si tu réduis progressivement ton volume, tu vas voir que tu vas aussi très très vite t'y habituer. Encore une fois, je ne te dis pas que tu vas le faire du jour au lendemain comme ça, en claquant des doigts et tu vas pouvoir réduire ton volume. Mais actuellement, si tu te dis que voilà, si tu t'es identifié dans tout ce qu'on a dit, réduis progressivement ton volume chaque semaine et tu vas voir que ça se fait très 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 bien. Encore une fois, je le répète, je l'ai fait pour plein de personnes qui ont rejoint mon accompagnement, qui étaient tombées là-dedans. Et crois-moi, si tu le fais bien, si tu réduis progressivement, etc., tu vas vraiment retrouver, puis même, enfin, je veux dire, tu vas plus avoir des assiettes en termes de temps. Moi, je me souviens quand j'étais ces phases d'optimisation de volume, putain, tu mets 3 heures à bouffer. Quelle perte de temps sur ta journée. Tu fais 3 repas que tu mets 1 heure à manger. Putain, t'as perdu 3 heures sur ta journée. En plus, vu comme tu maximises l'eau dans tes repas, tu passes ton temps à pisser. Enfin, je veux dire, sur une journée, c'est du temps perdu, mais fois 10 000, tu vois. Aujourd'hui, si tu fais ça sur le long terme, il n'y a que des inconvénients. Si tu ne le fais pas de manière intelligente, vraiment, tu vas droit dans le mur. Mais voilà, c'est une situation qui est réversible. Comme tu t'es habitué progressivement à augmenter ton volume, il faut maintenant que tu t'habitues progressivement à le diminuer. Et tu verras que tu vas beaucoup plus retrouver un équilibre sain dans ta vie, dans ton alimentation, et ça ira nettement mieux pour toi. On fait un code promo de 15% avec le code volume. Avec le code volume, effectivement, le code sur la boutique, il faudrait qu'on l'annonce au début du podcast, ce serait plus intelligent, comme quoi on n'est pas très bon à la com. Oh, purée, ouais. Mais voilà, le code volume sur la boutique du shop, donc le lien sera dans la description. 15%, c'est le maximum qu'on puisse faire hors salon, du coup. C'est le maximum qu'on puisse faire en dehors du salon. Donc, si jamais tu veux choper les meilleurs accessoires, tu as juste à utiliser le code volume. Il sera disponible sur la boutique à la sortie du podcast. Et surtout, il est valable 1 semaine. Donc, tu as 1 semaine à partir du moment où ce podcast est sorti pour choper tes accessoires. Merci pour votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Les frères Gallois. Denis sauce piquante. 0 RR Podcast. Rémi le guacamole. Les frères Gallois. Salope de Mojit. 0 RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Mojit. On récapépète. 0 RR Podcast. Les frères Gallois. Ça claque sa mère. À bientôt. À bientôt.